Je suis Nathalie Pijard-Micot, je suis historienne et responsable des ressources historiques du musée Curie, dans lequel nous sommes aujourd'hui. J'ai principalement travaillé sur l'histoire des femmes en médecine et en sciences, et c'est à ce titre que j'ai travaillé sur l'histoire de Marie Curie, et non seulement son histoire, mais surtout qu'est-ce que l'on a fait de son histoire pour qu'elle intègre la mémoire collective et qu'elle représente aujourd'hui, quelque part, la seule femme scientifique qui a existé. Étant donné son nom, la propagation de son nom, aujourd'hui, il n'y a pas une ville sans une rue Marie Curie, un collège, un lycée. Elle a été donc la première femme à entrer au Panthéon pour ses mérites seule, a effectivement occulté énormément d'autres femmes scientifiques. Mais elle a occulté aussi des scientifiques hommes. Et le premier qu'elle occulte aujourd'hui, c'est son mari Pierre Curie. Il faut savoir qu'après la panthéonisation, où ils ont été tous les deux inhumés au Panthéon, il y a eu une biographie sur Pierre Curie, 61 sur Marie Curie. Pour resituer au début Marie Curie, donc déjà elle s'appelle Maria Skłodowska, elle est née en Pologne en 1867, elle est cinquième fille d'un couple d'enseignants, de directeurs de gymnase, les collèges de l'époque en Pologne. Elle est de Varsovie qui à cette époque est sous la domination russe, et ça va être un facteur important puisque l'élite varsovienne va développer une opposition à cette colonisation par l'instruction, que seule possession que l'on peut avoir qui ne peut pas être prise. Quand on est dans un milieu où économiquement il y a les moyens d'aller à l'école au XIXe siècle, faut se remettre dans le contexte, plus des 3/4 de la population est illettrée et souvent analphabète. Donc être né dans un milieu intellectuel poussé, ou être né dans un milieu intellectuel progressiste, où le père accepte et favorise l'enseignement équitable entre garçons et filles, c'est une condition sine qua non pour donner le goût, la curiosité de l'enseignement et de l'instruction et d'aller plus loin. Et effectivement, maintenant, faire des études secondaires, déjà c'est exceptionnel. Les jeunes filles, comme les jeunes garçons, socialement, allaient travailler à 8, 12, 14 ans. Elles n'avaient pas besoin de travailler. Après, venir en France, où il faut savoir que les droits d'inscription à l'université pour une année équivalait au salaire moyen d'un ouvrier d'1 an pour 1 an de travail, il faut aussi avoir les moyens. Elle a la possibilité de faire des études secondaires dans le privé puis dans le public qui vont lui donner le goût d'aller plus loin, d'aller étudier les sciences en France, à Paris, puisque les universités varsoviennes ne sont pas ouvertes aux femmes, et afin d'obtenir 2 licences pour retourner dans son pays et devenir professeur. Il faut savoir que ces études secondaires étaient de qualité telle que, contrairement aux anglo-saxonnes par exemple, quand elles arrivaient en France pour s'inscrire à l'université, elles obtenaient immédiatement l'équivalence du baccalauréat qui existait en France, donc l'entrée qui permettait d'entrer à l'université. La France a été le 2e pays à ouvrir ses portes aux femmes. La Suisse, c'est 1866, la France, c'est 1868. Cependant, les Françaises ne pouvaient pas entrer à l'université parce que justement, il n'existait pas cet enseignement secondaire dont Maria Skłodowska a bénéficié en Pologne. La France a ouvert un enseignement secondaire à partir des années 1880. Et encore, ce diplôme des études, de fin d'études du secondaire ne permettait pas aux jeunes filles d'entrer à l'université puisqu'il fallait le baccalauréat. Or,
pour avoir le baccalauréat, il fallait savoir le latin et le grec, ce qui n'était pas enseigné dans le secondaire féminin. On va créer un baccalauréat féminin en 1919, mais là encore, il ne permet pas aux jeunes filles d'entrer à l'université. Il leur faut passer le baccalauréat masculin. Ce n'est qu'en 1924 que le baccalauréat féminin et masculin français seront égaux pour l'entrée à l'université. C'est donc très tardivement par rapport aux pays de l'Est. Si Marie Curie n'était pas née Maria Skłodowska, elle n'aurait pas pu faire d'études supérieures en France. Enfin, elle arrive dans une époque où en France, on a besoin de personnel qualifié. On a besoin de personnel qualifié parce qu'on a créé cet enseignement secondaire, où on demande aux professeurs d'avoir au minimum une licence maintenant. On a besoin de personnel qualifié parce qu'on est en pleine expansion de l'industrie chimique de pointe, l'industrie électrique de pointe, et 90% de la population française n'a pas le niveau certificat d'études. Donc on a un besoin économique qui fait que on va accepter la femme et l'étranger. Et Marie Curie est femme étrangère dans les laboratoires, parce que ça répond à une demande du marché du travail. Il y a eu des jeunes filles françaises qui se sont inscrites à l'université française, mais elles sont très minoritaires. En 1887, quand la sœur de Maria Skłodowska vient à Paris étudier la médecine, sur 112 étudiantes, il y en a 90 qui sont russes et polonaises, et que 12 françaises. Ce qui est très important parce que ça montre bien que l'évolution des mentalités quant à l'acceptation des femmes dans les universités n'aurait jamais pu se faire sans l'apport des étudiants étrangers. Plus tard, quand les jeunes étudiantes représenteront un tiers en 1930 des étudiants à la faculté des sciences, qu'il y aura la crise économique de 1930, 31, là elles sont nombreuses, elles apparaissent comme des concurrentes. Et alors, femmes et étrangers, on demande à ce qu'ils retournent chez eux, et les femmes dans leur foyer. Et donc, les acquis qu'il y a eu du temps de Marie Curie, grâce au contexte social, économique, etc., eh ben, ils sont perdus. On peut penser, par exemple, qu'en 1938, les jeunes filles avaient le droit de s'inscrire seules à l'université, sans l'autorisation d'un homme, mari ou père. Mais en 1940, elles n'ont plus le droit de travailler si elles ont plus de 50 ans, elles n'ont plus le droit de travailler si elles ont un mari dans l'administration. On ferme tous les concours, en 1941, ouverts aux femmes, au nom de la famille, au nom de la femme-mère. Donc, toute cette histoire, en fait, dessert la compréhension du contexte qui permet l'intégration de minorités dans la société. Maria Skłodowska épouse en 1895 Pierre Curie. Après la naissance de leur première fille, Irène, elle décide de se lancer dans une thèse de doctorat. Pour ce doctorat, elle choisit comme sujet d'étudier les rayons uraniques de Becquerel. Ces rayons uraniques, elle doit les quantifier, elle doit les qualifier. Et elle a un problème d'instrumentation pour faire cela. Instrumentation que l'on peut voir là. Et c'est Pierre Curie qui va abandonner ses propres travaux pour se joindre à elle et imaginer ce montage qu'on a là pour que Marie Curie puisse quantifier et qualifier ces rayons uraniques qu'elle va nommer radioactivité. Ils vont découvrir ensemble, en 1898, le polonium, puis le radium, mais surtout, Marie Curie va arriver à montrer que cette radioactivité est intrinsèque à la matière. Le mot polonium vient de Pologne, c'est écrit tel quel dans les comptes rendus de l'Académie des sciences, polonium en l'honneur du pays de l'un d'entre nous. On sait de qui il s'agit. Et d'ailleurs, une des étudiantes de Marie Curie, qui fera la découverte
ici d'un des derniers radioéléments naturels, l'appellera francium, en l'honneur de la France, comme Marie Curie avait appelé le polonium, en l'honneur de la Pologne. On arrive aujourd'hui à des aberrations qui dit que c'est elle qui a découvert le polonium et le radium, que c'est elle qui va utiliser la radioactivité pour lutter contre le cancer. Et on va, comme ça, petit à petit, modifier son histoire pour qu'elle représente justement l'unique femme scientifique ou la science au féminin. Et c'est comme ça qu'on a commencé à modifier toute son histoire pour lui attribuer je dirais, une aura de Wonder Woman qui va se battre contre tout pour arriver au sommet. Et arriver là, ça va être contre-productif puisque pour une jeune fille, par exemple, qui peut s'identifier à une Wonder Woman, qui peut se dire je vais faire la même carrière que Marie Curie, quand on n'explique pas cette carrière, quand on modifie cette carrière pour en faire quelque chose d'exceptionnel. Donc Marie Curie, qui a servi de modèle dans son époque, de son temps, va plus devenir une exception inatteignable qu'un modèle à suivre. Ce qui dessert aussi l'image de Marie Curie, ce qu'on voit beaucoup, on le voit même, on l'a vu même très longtemps dans les expositions du musée Curie, c'est cette phrase Marie Curie a consacré sa vie à la science, ou Marie Curie, martyre de la science. Elle a donné sa vie à la science. Ça, c'est trahir complètement l'idée de Marie Curie. Parce que Marie Curie, elle, ce qu'elle disait, c'est qu'on pouvait être bon dans un domaine que si on était passionné par ce domaine, si on aimait ce domaine. Et Marie Curie ne s'est pas consacrée ou ne s'est pas sacrifiée à la science, elle a fait avant tout ce qu'elle aimait. Comme elle a poussé sa fille Ève à faire du piano parce qu'elle aimait faire du piano. Donc en fait, dire qu'il faut sacrifier sa vie à une carrière, ça va à l'encontre de toutes les croyances et les valeurs de Marie Curie. Marie Curie, c'est pas que 2 prix Nobel, c'est aussi une médaille Davy en 1903, première femme à la recevoir. Marie Curie, c'est celle qui deviendra la première femme professeure des universités en France. C'est celle qui, avec André Debierne, isolera le radium métallique. C'est celle qui, avec André Debierne, toujours fabriquera le premier étalon international de radium. C'est celle qui fera partie de la Commission internationale de coopération intellectuelle avec Bergson, Einstein, pour que tous les scientifiques du monde entier aient le même niveau de connaissance. Et donc, c'est normal qu'à ce titre, et puis plein d'autres choses, directrice de laboratoire, c'est normal qu'à ce titre, elle ait été sanctionnée par l'histoire et qu'elle ait sa place dans les manuels scolaires.